Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rubrique des carnets d'Ayana. Aujourd'hui dans ce carnet, c'est le syndrome de Stockholm qui est à l'honneur. Ce syndrome se définit par le fait qu'une personne qui a été victime d'une prise d'otage développe un sentiment d'empathie et parfois même un sentiment amoureux pour son ravisseur. C'est en quelque sorte un processus d'attachement. À Stockholm, le 23 août 1973, Jan Erik Olsson et Clark Olofsson braquent une banque et retiennent 4 personnes en otage. C'est seulement après 6 jours de négociations entre la police et les ravisseurs que les 4 otages vont être libérés sains et saufs. Ce syndrome va apparaître suite à la réaction étrange des 4 otages envers leurs ravisseurs, car malgré le fait que leur vie ait été menacée par Olsson et Olofsson, les otages vont prendre leur défense et refuser de témoigner contre eux. Certains seraient même allés leur rendre visite en prison comme s'ils rendaient visite à un ami ou encore à un membre de leur famille. Le syndrome de Stockholm est un phénomène psychique qu'une personne va développer lorsqu'elle se trouve dans une situation de stress psychologique extrême. Lors d'une prise d'otage, la victime qui avait jusque-là une vie tout à fait ordinaire verra cette dernière basculer en quelques secondes pour se retrouver dans une atmosphère menaçante. Au début, la victime va être dans un état de sidération car son cerveau à ce moment-là est confronté à beaucoup trop d'informations difficiles à gérer, ce qui rendra toutes ses prises de décision impossibles. Après le choc, la victime va traverser ce que l'on appelle une réorganisation psychologique, ce qui veut dire en gros qu'elle va devoir s'adapter à cette nouvelle situation et trouver de nouveaux repères. Ce qu'il y a de pire pour la victime, c'est qu'en plus d'avoir sa vie menacée, elle va devenir complètement dépendante de son ravisseur pour pouvoir satisfaire ses besoins. Et face à toutes ces nouvelles données, certaines victimes, en plus du sentiment de dépendance, vont ressentir un sentiment de gratitude envers le ravisseur, qui devient quelqu'un de bien, car il choisit de ne pas les tuer. On peut considérer également le syndrome de Stockholm comme un mécanisme d'adaptation qui va permettre aux otages de survivre, car le fait de coopérer avec le ravisseur et de développer des sentiments positifs pour lui va permettre aux victimes de réduire leur angoisse provoquée par ce choc psychologique et ainsi faire disparaître ce sentiment d'impuissance qu'ils ressentent face à cette menace de mort. Il est important aussi de savoir que le syndrome de Stockholm est un phénomène qui existe dans des situations autres que celle de la prise d'otage. Dans les cas de violence conjugale par exemple, le syndrome de Stockholm est également présent. La victime, souvent sous l'emprise d'un conjoint ayant une personnalité perverse, peut suivre exactement le même procédé que celui d'une victime d'une prise d'otage. La plupart du temps, elle ne s'en rend même pas compte qu'elle est sous l'emprise de son bourreau, ou du moins elle n'a plus la capacité de s'en rendre compte vu qu'elle a subi un lavage de cerveau. Et pour la victime, son bourreau a raison de se comporter comme ça avec elle. Elle va même finir par lui trouver un tas d'excuses, et au lieu de se protéger ou de fuir, elle va minimiser les choses en acceptant l'inacceptable, et va défendre cette personne qui est en train de détruire sa vie. Comme je l'ai dit précédemment, le syndrome de Stockholm est un mécanisme d'adaptation qui va permettre aux victimes de survivre. Du coup, une personne victime de violence conjugale va inconsciemment penser qu'en s'attirant la sympathie de son bourreau, elle va pouvoir contrôler les émotions de ce dernier et de cette façon se protéger et survivre. Malheureusement, en agissant comme ça, la victime va se protéger uniquement de son angoisse de peur et non du danger en lui-même. Généralement, quand une personne est en plein syndrome de Stockholm, elle est dans le déni. On aura beau lui parler, lui dire que ce qu'elle vit n'est pas normal, elle ne va pas nous écouter car malheureusement, elle va considérer toutes les personnes extérieures qui justement veulent l'aider comme des ennemis.
C'est pour cela que la première étape pour s'en sortir est la prise de conscience. Et c'est seulement suite à cette prise de conscience que la victime va petit à petit se libérer de l'emprise qu'exerce son bourreau sur elle. Elle aura évidemment besoin d'une aide extérieure, telle qu'un thérapeute, qui va l'aider à sortir de ce système de fonctionnement, mais également lui permettre d'ouvrir les yeux sur la gravité de la situation dans laquelle elle se trouvait. L'objectif de la thérapie est de travailler sur la reconstruction psychologique de la personne atteinte du syndrome afin qu'elle puisse sortir de cette dépendance émotionnelle. Il est possible, lors de ce processus de guérison, que la personne éprouve un sentiment de culpabilité. Mais il faut savoir que ce sentiment de culpabilité n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, car cela prouve qu'elle commence à se séparer définitivement de l'emprise de son bourreau et qu'elle va commencer à pouvoir se reconnecter à ses propres besoins et reconstruire son identité perdue. Ce carnet sur le syndrome de Stockholm est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant ou alors en commentant. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine rubrique des carnets d'Ayana. Et en attendant, prenez soin de vous.